Certaines choses arrivent par accident, comme rater son arrêt de bus, mettre sa chemise à l'envers, ou confondre le sel et le sucre. Mais quand un accident implique un volcan, c'est une autre histoire. En 2009, la société islandaise Landsvirkjun projetait le forage d'un puits géothermique à Krafla, une caldeira volcanique. Le projet était d'atteindre la profondeur de 4,8 km, mais la foreuse n'arrêtait pas de rester coincée. Encore et encore, toujours à la même profondeur. Lorsque les ouvriers ont réussi à la décoincer, ils ont trouvé des morceaux de verre, de la roche durcie, cristallisée, fondue. C'est alors qu'ils ont compris. Ils avaient foré directement dans un volcan. Le choc a été total, personne ne s'attendait à ce qu'il y ait un volcan, ou plutôt une chambre magmatique, si près de la surface. Ces poches de roches en fusion brûlante se trouvent près des volcans, mais bien plus profondément en temps normal. Et c'est pas le genre de choses sur quoi on tombe par hasard. Craignant des conséquences dévastatrices, l'équipe a refroidi le puits en y injectant 1 million de tonnes d'eau froide et elle a mis fin aux opérations. 15 ans plus tard, une autre équipe d'ouvriers islandais s'apprête à faire la même chose volontairement. Ils vont forer dans un volcan. En fait, des chercheurs et des ingénieurs espèrent exploiter l'immense puissance du magma pour relever le plus grand défi de la planète. Lequel? Celui de l'énergie, bien sûr. Heureusement, je n'ai pas besoin de magma pour avoir de l'énergie. Un café me suffit. Un aimable rappel à ceux qui ont tendance à oublier de laisser un like. Pensez-y, si c'est pas votre truc, ignorez ce message. Et merci à ceux qui respectent mon désir d'anonymat. Tout d'abord, précisons que le forage de puits à des fins énergétiques n'est pas nouveau en Islande. L'énergie géothermique a déjà bouleversé la vie dans ce pays. Il y a 80 ans, l'Islande dépendait du pétrole et du charbon, mais aujourd'hui 90% des logements sont chauffés grâce à l'énergie géothermique. Cette énergie propre, constante et régulière a permis à l'Islande de passer de l'un des pays les plus pauvres d'Europe à l'un des plus riches. En 25 ans, l'utilisation d'énergie géothermique a bondi de 1700% grâce à un projet de forage profond. Dans le cadre de cette initiative, des puits ont été forés dans toute l'île à la profondeur de 4,5 km, des milliers de puits. C'est ainsi que l'on exploite cette énergie, en forant dans des zones souterraines chaudes pour obtenir de la vapeur. Cette vapeur alimente des turbines qui produisent de l'électricité. Ainsi, 70% de l'énergie utilisée en Islande provient de sources géothermiques. Et le plus beau, c'est que c'est une énergie renouvelable. La Terre produit de la chaleur en permanence, de sorte que les sources d'énergie géothermique peuvent durer des dizaines d'années. De plus, contrairement à l'énergie solaire ou à l'éolien, la vapeur est disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an. L'Islande est un cas unique, car l'énergie géothermique représente moins de 0,5% de l'énergie utilisée dans le monde. L'Islande figure aujourd'hui parmi les 10 premiers pays producteurs d'énergie au monde, aux côtés des États-Unis, du Mexique, du Japon. Vous savez, des pays bien plus grands et bien plus peuplés. Bref, l'Islande prévoit donc de forer dans un volcan. Il s'agit toujours de la caldeira du Krafla, située dans l'une des zones volcaniques les plus actives du monde, le long de la limite tectonique de la dorsale médio-atlantique. Des éruptions, ou plutôt des événements volcaniques, s'y produisent régulièrement, le dernier remontant à 1984. Les chercheurs ont calculé qu'au cours des 1000 dernières années, le Krafla est entré en éruption 30 fois, ce qui en fait un volcan très actif. Dans l'ensemble, l'Islande semble donc être l'endroit idéal pour exploiter l'énergie géothermique. Regardez, sur cette image, les lignes représentent les limites des plaques tectoniques et les points, les éruptions volcaniques depuis 1960. L'Islande est petite, mais on y trouve énormément de points. C'est pas surprenant puisque l'île compte plus de 200 volcans. Et c'est l'activité volcanique qui a donné naissance à l'Islande. Il s'agissait d'un point chaud et au fil du temps, la lave est remontée à la surface où elle a refroidi jusqu'à former une île. Ainsi, l'Islande est habituée aux volcans. Il s'y produit une éruption tous les 5 ans environ, en général dans des zones inhabitées. Bref, il y a beaucoup d'énergie géothermique à exploiter. Le Krafla, malgré sa nature imprévisible, est l'endroit idéal pour faire plus qu'extraire de la vapeur chaude. Sa chambre magmatique, où les températures atteignent 1300 °C, se trouve à une profondeur de 1,5 à 3 km sous la surface.
Et la surface elle-même ne manque pas d'intérêt. On y trouve une centrale électrique, une connexion haut débit et une route asphaltée. Oui, au sommet du volcan. C'est comme ça en Islande. Mais quel est l'intérêt de forer dans un volcan? Il s'agit d'entrer en connexion avec le magma. Le projet s'appelle Krafla Magma Testbed ou KMT. Et dans le cadre de ce projet, on va forer la chambre magmatique du volcan afin d'utiliser sa vapeur très chaude pour produire de l'énergie. C'est un projet à très grande échelle. Si tout se passe comme prévu, le KMT fournira aux foyers islandais une source d'énergie renouvelable et illimitée. Entre nous, l'idée de transformer cette chaleur et cette pression en une forme inépuisable d'énergie géothermique surpuissante est alléchante. Le monde entier s'efforce de renoncer aux combustibles fossiles et d'arrêter de réchauffer la planète. Mais personne n'a jamais pensé à utiliser le noyau de la Terre à cette fin. Le directeur du pôle de recherche en géothermie qui a développé le projet compare son ampleur et ses ambitions au télescope spatial James Webb. Celui-là même qui donne à l'humanité la chance inouïe d'observer l'univers. Et si le forage d'un volcan ne nous offrira pas la même vue, il pourrait néanmoins, permettre de sauver la planète. Le forage commencera en 2026. Mais attendez, je crois savoir qu'il est déconseillé de jeter des objets dans un volcan, car ça risque de provoquer une éruption. En théorie, un forage pourrait avoir le même effet, non ? Si la foreuse survit au contact avec le matériau fondu, elle causera une chute de pression, ce qui fera remonter une petite partie du magma à la surface. Une éruption volcanique d'origine humaine. Heureusement, les chercheurs y ont pensé et ils en ont conclu que, en pratique, ce scénario n'a aucune chance de se produire. Pourquoi? Car la même opération a eu lieu en 2009 et le volcan n'a pas réagi, il n'y a eu aucune éruption. Alors, le travail peut continuer. Si tout se passe comme prévu, le premier puits sera achevé en 2027 et pour la première fois, on implantera des capteurs dans une chambre magmatique. L'objectif est de percer les mystères du magma. Comment il se déplace dans la croûte, dans quelles conditions de température, de pression et de chimie. Tout ça aidera à prévoir les futures éruptions. Ce qui, entre nous, sera historique. Jamais l'humanité n'avait disposé d'un moyen d'observer directement les systèmes volcaniques. Aussi, ce forage présente plusieurs avantages. Si la première expérience est concluante, l'équipe de recherche forera un deuxième puits qu'elle prévoit d'achever d'ici 2029 et il pourrait bien changer la donne. Dans ce second puits, l'équipe tentera d'exploiter la chaleur du magma pour générer un nouveau type d'énergie géothermique extrême, bien plus puissante que l'énergie habituelle. Mais avant que la foreuse n'atteigne sa cible, elle devra traverser une couche d'argile, de terre et de roches, ce qui est en fait l'étape la plus facile. À la profondeur de 182 mètres, la deuxième phase commencera. La structure changera et la foreuse devra traverser une couche de roches volcaniques et magmatiques. Une couche très épaisse, ça prendra donc beaucoup de temps. Ensuite, à la profondeur de 1,5 km, des roches volcaniques très dures apparaîtront, ce qui mettra l'équipement à rude épreuve. Puis, enfin, à la profondeur de 2 km, la foreuse atteindra sa destination, la chambre magmatique. Pour mieux imaginer la distance à parcourir, dites-vous qu'on pourrait empiler 22,5 statues de la liberté les unes sur les autres dans le puits, ou 3,3 tours Shanghai. Il est amusant bien sûr que les chercheurs estiment rester près de la surface. Mais revenons à ce voyage qui ne mènera pas au centre de la Terre. Une fois que la foreuse aura atteint la chambre magmatique, elle sera retirée et un tube d'acier creux capable de résister à la chaleur et au magma sera inséré. Ensuite, l'espace qui l'entoure sera rempli avec du béton, puis à l'aide d'une foreuse plus petite, on commencera à pénétrer le magma, à prélever des échantillons et à implanter des capteurs. Naturellement, il y aura des défis à relever, mais chercheurs, ingénieurs et ouvriers sont prêts à les affronter. L'emplacement du volcan rend le forage dans la chambre magmatique à la fois simple et incroyablement complexe. Je veux dire, la profondeur de forage est modeste, mais les forêts doivent résister à des températures extrêmement élevées. Cela dit, on sait déjà qu'ils en sont capables grâce à l'expérience de 2009. Cet accident a révélé des détails importants sur l'état liquide et les interactions dynamiques du magma, même si les boîtiers en acier de la foreuse ont été détruits au cours du processus. D'autre part, l'expérience a montré qu'exposer la chambre magmatique
ne cause pas forcément une éruption volcanique. Mais j'ai déjà parlé de ça. Les chercheurs du KMT testent de nouveaux matériaux capables de résister à de telles conditions. Et ils ont tout leur temps. En effet, il ne suffit pas de forer un trou jusqu'au magma, le puits doit rester stable pendant des dizaines d'années. D'ailleurs, les chercheurs ignorent comment le magma peut rester chaud à une profondeur aussi faible alors qu'il est piégé dans des roches plus froides. Une hypothèse est que la chambre magmatique est si grande que l'effet de refroidissement de la roche est négligeable. Une autre est que la chaleur provient d'un élément inconnu situé dans les profondeurs. Quoi qu'il en soit, il faut plus de données et on ignore si le magma restera chaud pendant toute la durée de vie du puits géothermique. Je devrais sans doute vous expliquer pourquoi le magma présente certains avantages par rapport à de la simple vapeur d'eau très chaude. En fait, les chercheurs veulent utiliser le magma extrêmement chaud directement à la source, car c'est la même énergie géothermique, mais sous stéroïdes. Au lieu du mélange d'eau et de vapeur qui remonte à la surface avec l'énergie géothermique normale, les chercheurs obtiendront de la vapeur très chaude, l'énergie du magma. L'énergie produite par du magma à 1800 degrés Celsius est 10 fois supérieure à celle de l'énergie géothermique ordinaire qui atteint la température de 200 à 300 degrés. Bref, vous avez compris, les températures plus élevées de la chambre magmatique augmentent la production d'énergie, ce qui la rend bien plus puissante que les puits ordinaires. L'eau contenue dans la chambre n'est pas sous forme de vapeur comme dans les autres stations géothermiques, il s'agit de fluide supercritique. Une eau si chaude est sous une pression telle qu'elle n'est ni liquide ni gazeuse. Une station géothermique à base de magma peut produire 10 fois plus d'énergie qu'une station ordinaire. Oui, je l'ai déjà dit. Si le projet aboutit, les Islandais obtiendront d'énormes quantités d'énergie tout en faisant progresser la science, en étudiant l'activité volcanique à l'aide de nouvelles techniques. La prévision des éruptions s'en trouvera également améliorée. Et le forage de la chambre magmatique offrira une chance unique d'observer une éruption volcanique depuis sa source. Pendant longtemps, les volcanologues ont dû étudier le magma de façon indirecte, mais aujourd'hui, il est temps d'aller à la source. Vous vous souvenez de l'Eyjafjallajökull qui a semé le chaos en 2010 ? Le nuage de cendres a entraîné l'annulation de plus de 100 000 vols pour un coût estimé à 3,77 milliards d'euros. Si on avait pu prévoir l'éruption, le monde aurait économisé énormément d'argent. Et si le projet de forage du volcan est couronné de succès, une telle chose pourrait devenir possible. Cerise sur le gâteau, on fera de belles économies. Les puits nécessaires à l'exploitation de l'énergie magmatique seront 2 à 3 fois plus chers que des puits ordinaires, mais il en faudra moins. Les 18 puits ordinaires du Krafla qui produisent de quoi alimenter 30 000 foyers pourraient être remplacés par seulement 2 puits magmatiques. Vous voyez la différence. Si vous vous demandez comment l'énergie magmatique est transformée en électricité, c'est simple. D'abord, de la vapeur de magma très chaude est pompée vers un échangeur de chaleur où elle circule dans des tuyaux remplis d'eau. L'eau bout et de la vapeur se forment. La vapeur s'échappe de l'échangeur de chaleur, faisant tourner une turbine qui produit de l'électricité, tandis que le liquide magmatique plus froid est pompé dans le sol, où il chauffe à nouveau. La vapeur sort de la turbine et entre dans la tour de refroidissement où elle se liquéfie à nouveau. L'eau retourne dans l'échangeur de chaleur et la boucle est bouclée. Si le projet islandais réussit, d'autres pays pourraient suivre l'exemple. L'endroit idéal pour extraire de l'énergie magmatique, c'est un volcan actif avec une chambre magmatique peu profonde. De tels volcans ont été découverts par exemple au Kenya et à Hawaï. Les régions volcaniques les plus actives du monde pourraient également disposer de chambres magmatiques accessibles, notamment la ceinture de feu du Pacifique qui couvre la Californie et le Japon. Cette carte montre où se trouvent les volcans dans les zones envisagées pour de tels forages. Ça ne se limite pas à la ceinture de feu, il y a de nombreux volcans actifs sur toute la planète. Il est vrai qu'à de nombreux endroits, il faudra creuser beaucoup plus profondément qu'au Krafla pour atteindre le magma. Ça rendra le processus plus coûteux. Mais si l'énergie géothermique à base de magma est aussi puissante et efficace qu'elle le semble, ce sera vite rentabilisé. Il faudra simplement être patient. Au fait, les Islandais ont déjà foré volontairement dans un volcan. Pour obtenir un échantillon pur de matière volcanique, des volcanologues et des ingénieurs ont foré dans l'énorme volcan de Reykjanes.
Il est plus calme que le Krafla. Sa dernière éruption remonte à 700 ans. Il est calme, mais parcouru de bouillonnements, de sifflements et de craquements. C'est un véritable système composé de petits volcans boucliers, de champs de lave, de cratères et de coulées de lave récentes. Tout ça est alimenté par un flux constant de matériaux surchauffés au sein du manteau. Les chercheurs du projet de forage profond, intrigués par la présence d'une telle quantité de magma sous ce paysage venu d'un autre monde, ont décidé de prélever un échantillon dans ce chaudron infernal. Le seul moyen d'y parvenir était de forer un puits, et en 2017, ils ont atteint la profondeur record de 4659 mètres. À l'époque, ils ont annoncé que, outre rapporter des échantillons géologiques fascinants, le projet visait à transformer les puits en des sortes de tuyaux à vapeur, comme on en utilise dans les centrales géothermiques. Est-ce que ça a eu lieu? Je l'ignore. Si vous le savez, laissez un commentaire. De l'énergie solaire depuis l'espace. Vous savez déjà qu'on peut produire de l'énergie renouvelable à partir de centrales géothermiques, mais aussi d'éoliennes et de panneaux solaires. Cependant, ces derniers, bien qu'efficaces, font l'objet de critiques. Voici pourquoi. Pour obtenir de l'énergie du soleil, il faut des panneaux solaires, pas le choix. Mais il y a un problème, même dans les régions ensoleillées, on ne peut pas garantir que le soleil brillera tout au long de l'année, sans parler de la nuit. Alors que faire? C'est simple, il suffit de mettre en orbite des panneaux géants là où la récolte d'énergie solaire peut se faire sans limite. Et je n'invente rien, depuis des dizaines d'années, les chercheurs étudient la production d'énergie solaire depuis l'espace. Et aujourd'hui, il semble que cette idée pourrait devenir commercialement viable, et ce très rapidement. Récemment, la société britannique Space Solar s'est associée à la compagnie islandaise Reykjavik Energy pour créer une centrale solaire orbitale. Ce projet, dont le lancement est prévu en 2030, pourra générer 30 MW d'électricité. Pour vous donner un ordre d'idée, ça permettrait d'alimenter entre 1500 et 3000 foyers. Mais comment ça va marcher? Je veux dire, comment cette énergie nous sera-t-elle transmise? C'est simple, des panneaux solaires placés en orbite capteront la lumière du soleil. L'énergie recueillie sera transformée en ondes radio d'une certaine fréquence et envoyée à une station terrestre. Une fois que ces ondes auront atteint la Terre, elles seront transformées en électricité et injectées dans le réseau. Le système devrait ressembler à une sorte de satellite et, si tout se passe bien, il s'agira de l'objet spatial le plus lourd en dehors des stations spatiales. Selon les plans, une fois déployé, ce système de production d'énergie solaire sera plus grand que l'ISS. Enfin, si tout se passe comme prévu, les deux compagnies lanceront une version améliorée de leur projet d'ici 2036 qui pourra produire plusieurs gigawatts d'électricité. Alors, encore un peu de patience. Quartier dangereux. Reparlons des volcans puisque c'est le sujet de cette vidéo. En janvier 2024, une éruption volcanique a eu lieu dans la péninsule de Reykjanes en Islande. Oui, celle qui est inactive depuis 700 ans. Le sol s'est fissuré dans une zone active et une coulée de lave a atteint la ville de Grindavik. Des structures de protection avaient été construites pour rediriger la lave, mais la fissure est apparue plus loin que prévu et la masse en fusion a atteint la ville, mettant le feu à certaines maisons. Pourquoi je vous parle de ça? Pour vous aider à comprendre le prix payé par l'Islande pour pouvoir utiliser l'énergie géothermique. En raison de l'éruption, les Islandais ont été confrontés à de graves problèmes tels que panne de chauffage et d'eau chaude pendant la rude saison hivernale. Tout ça parce que la lave avait recouvert les conduites qui acheminaient l'eau chaude de la centrale aux villes voisines. En conséquence, de nombreuses villes ont dû fermer les écoles, les gymnases et les piscines, et les autorités ont procédé à des évacuations. Bien que le gaz libéré par l'éruption se soit dirigé vers la mer, ce qui est une bonne chose, les experts considèrent que la région demeure dangereuse. Après une longue période d'inactivité, le Reykjanes est devenu le centre de l'activité volcanique du pays depuis 2021. 5 éruptions ont eu lieu et la dernière en date confirme les craintes des chercheurs qui pensent que ce n'est que le début. L'activité volcanique pourrait se poursuivre et les chercheurs craignent l'approche d'une éruption plus puissante en raison de l'afflux constant de magma dans la croûte terrestre. Il vaudrait mieux s'y préparer. Se protéger des volcans. L'Islande a trouvé comment garder ses habitants au chaud. Les autorités s'apprêtent à construire des barrières autour d'une centrale géothermique dans le sud-ouest du pays afin de la protéger d'éventuelles coulées de lave.
Comme je l'ai dit, l'activité volcanique n'est pas près de s'arrêter, il faut donc s'y préparer. Cette centrale fournit de l'électricité et du chauffage à 30 000 personnes, ainsi que de l'eau chaude et froide à la péninsule de Reykjanés. Le plan prévoit un système de protection comportant 2 barrières. La première s'étendra sur 4 km, tandis que la seconde sera un peu plus courte, 1,5 km. Et pour vous donner une idée de l'importance de la protection de la centrale, 70 ouvriers ont été mobilisés et ils se relaient 24 heures sur 24. Tous sont confrontés au risque d'une éruption, car on ignorait et on ignore encore quand le volcan entrera à nouveau en éruption. Malgré les risques, les travaux avancent comme prévu. 6 des plus grandes entreprises islandaises participent au projet, parfois via des sous-traitants. En résumé, c'est un travail difficile. Il y a de quoi faire, mais son importance est primordiale vu la situation. Ne regardez pas en l'air. Observons le ciel. Le ciel islandais, bien sûr. Le pays est célèbre pour ses magnifiques aurores boréales que l'on ne peut s'empêcher d'admirer. Mais cet amour de la nature peut causer des problèmes inattendus. En 2015, les services des routes et du littoral se sont émus du fait que des conducteurs étrangers causaient des accidents en s'arrêtant sur le bas-côté de la route pour prendre des photos des aurores boréales. Bien sûr, l'Islande est riche en sites remarquables, glaciers, volcans, champs de lave et tout ça, mais rien ne vaut ces flammes célestes. Les conducteurs sont d'accord avec moi, ils sont hypnotisés au point que la police les pense parfois ivres. Le premier cas d'arrestation d'un touriste ivre s'est produit sur l'autoroute de Reykjanesbrut et le second dans la petite ville de Njarðvík. Les 2 incidents ont eu lieu sur les routes côtières pittoresques entre l'aéroport principal du pays et la capitale Reykjavik. Cependant, après vérification, il s'est avéré que les touristes étaient sobres. Ils ne pouvaient tout simplement pas détacher leurs yeux des aurores boréales et ne faisaient pas attention à la route. Honnêtement, on ne peut pas leur en vouloir. Envole-toi, petit oiseau! Sur les îles Westman d'Islande, on assiste chaque année à une scène brutale. Des gens jettent des milliers de petits macareux moines du haut des falaises. Mais ne pensez pas les Islandais cruels. Il s'agit d'une tradition cruciale pour la survie des oiseaux. Les poussins naissent dans des terriers situés sur de hautes falaises côtières et lorsque vient l'heure de leur premier vol, ils quittent la colonie pour passer quelques années en mer. Normalement, ils se dirigent vers l'océan en suivant la lumière de la lune. Mais de nos jours, les lumières de la ville les déroutent et ils ont besoin d'un coup de main. De nombreux poussins se perdent, aussi les habitants du coin les ramassent et les relâchent du haut des falaises. Selon les experts, il faut les relâcher avant le coucher du soleil, car une fois la nuit tombée, ils risquent d'être désorientés par les lumières vives et de retourner vers la ville. Et la sélection naturelle dans tout ça? D'accord, quelques poussins se perdent, mais c'est si grave que ça? Eh bien oui. Ces oiseaux, dont le couple dure toute la vie, ne pondent qu'un œuf par saison au maximum, et pas tous les ans. Si plusieurs générations sont touchées d'affilée, la population pourrait bien s'éteindre. Alors, laissons-les s'envoler. Vous me devez un like puisque vous avez tout regardé. A plus.